much for the invitation. Also, Mr. Marathon Man Hans-Uli, it's great that we can be here. And we thought that we would offer you a kind of a conversation. I will start with some remarks about the role of Lucius Burckhardt in my perspective, and then I will ask questions. I will then switch to broken French, but the first part will be in English. So, Lucius Burckhardt was fired 40 years ago by my predecessors from the ETH Zurich. So I feel a kind of a responsibility in his heritage to repair what has been done. It is a position that is, in some sense, missing, standing for something which is absent, and this is perhaps one of the reasons also why I've been attracted by this figure, and why I think it's fruitful to talk about this work. When I started my teaching job 3 years ago, I found an empty slot in the curriculum. This is very rare. You usually have everything already filled in. And my colleague said, don't leave this empty slot, do something with it. I discovered or had heard about the legendary Lehrkanapee, the teaching sofa that had been installed by Burckhardt in the early 70s, saying that a chair is for one and a canapé is at least for two. This meant participation of students who were allowed to define also what kind of teaching they wanted to have and what they wanted to learn. So I had the idea to reactivate the Lehrkanapee and use this as a tool to work with the mechanism of teaching. Teaching, of course, functions very much via projection. Students believe that their teachers are all-knowing, and teachers believe that their students have an endless potential. And I think this kind of mutual projection is fruitful because it establishes a relationship of trust and expectation which one can work with. So in this sense, Burckhardt for me is most interesting as a teacher, and as such I also project a lot on him. I cannot do else than like him, like many teachers, and accept the internal contradictions. So the Lehrkanapee gave the students an opportunity during 1 hour in the week to decide about the format of teaching. They could invite guests, they could talk about issues they wanted to discuss outside the usual subject matters, and they could think about forms of teaching, and one of these forms was leaving the classroom, not sitting in the dark and looking at slides for their teacher. And this relates perfectly well to the concept of strolology, the Spaziergangswissenschaft. So since a year we include walks, strolology excursions in teaching, and have discovered a part of the city which we otherwise wouldn't have discovered. So it's a change of roles which allows me to see what my students are doing and have them being someone who's producing something during the lesson. So in this sense, it is a very happy coincidence that this method of the canapé and the strolology led then towards this project in Venice, where 60 of our students can now participate, also thanks to Paul Vezia, and be here in Venice sometimes for 2, 3, up to 6 weeks, and propagate or interact with visitors concerning the archive of Lucius Burckhardt. So already now my students know much more about Burckhardt than I do, and certainly much more than I could teach them. So I'm in the phase of becoming someone who learns when I follow them shuffling around cards and cards. So I've never met Lucius Burckhardt.
I've been a student of his student Batson Brock. In some sense, I am responding to his ideas, but I've never met him. Je n'ai jamais rencontré Lucius Burckhardt. Oui. Et c'est pour ça que j'aimerais poser quelques questions à Markus Ritter, qui connaît très bien l'œuvre et la personne de Lucius Burckhardt. La première question, aussi en vue de ce projet ici, est-ce que Lucius Burckhardt a jamais mentionné le nom Cedric Price? Oui, merci Philippe Ursprung. Je vais répondre en français parce que ça c'était la langue que Lucius préférait, ainsi que l'italien comme un Suisse typique qui parle les 3 langues nationales. Bien sûr, il comprenait l'anglais, il lisait l'anglais. La question, c'est intéressant parce que la combinaison entre Cedric Price et Lucius Burckhardt, c'est pas dans le centre de ces 2 personnages. Bien sûr, ils se connaissaient. Par exemple, pendant la période que Lucius était rédacteur du journal Das Werk, il publiait de temps en temps sur Cedric Price les actualités, comme pour tous les importants architectes. Mais ils ne se sont jamais rencontrés et c'est la combinaison que vous trouvez ici, c'est vraiment intéressant, actuel et un collage qui n'existait pas dans la vie réelle. D'accord. Merci pour cette exposition-là. L'archive est bien au centre. C'est le sujet d'exposition, c'est le corpus qui est exposé. Comment est-ce que Lucius Burckhardt envisageait le rôle de l'archive? Est-ce qu'il préparait lui-même son archive? Est-ce que c'est bien organisé? Est-ce que c'est sa veuve et vous qui l'ont organisé? Comment est-ce qu'il pensait aussi de l'héritage de sa production? Alors, parlant sur Lucius, c'est toujours aussi parler sur Anne-Marie, son marié. Parce que c'était un couple qui coopère pendant toute la vie dans une manière absolument exceptionnelle. Ils étaient toujours ensemble. L'éducation à Kassel ou déjà à Zurich, ils étaient toujours ensemble. Et Anne-Marie participait très actif à toute son œuvre. L'archive qui était décidée à donner à l'université de Bâle, pour le mettre en public, c'est très bien organisé par Anne-Marie. C'est elle qui a, durant toute sa vie, toujours archivé, si vous voulez, les documents importants ou intéressants de son marié Lucius. Ce que nous trouvons quand nous avons le devoir de rendre les archives du logis de Lucius et Anne-Marie à l'université, ce que nous avons trouvé dans le logis, c'était un archive très bien organisé, très bien documenté. Alors, ce que nous faisons maintenant, c'est de décrire cet ordre que nous avons trouvé sur place. C'est donc un rôle primordial dans l'héritage et le lex de Lucius Burckhardt. Est-ce qu'on peut constater ce rôle déjà pendant son vivant, pendant qu'il vivait? Il y a beaucoup d'œuvres d'artistes qui vivent à cause presque, par exemple, de la veuve. Je pense à Gordon Matta Clark, dont la veuve a organisé l'archive et suit tout ce qui se passe depuis une trentaine d'années maintenant. Est-ce qu'elle était une espèce de commissaire, de curator de ces activités pendant qu'il vivait déjà? Il n'y avait aucune séparation, j'ai jamais remarqué une séparation de rôle. Moi j'ai dit c'est une collectivité de 2 personnes. Alors les 2 personnes font une collectivité, un ensemble
qu'on ne peut pas séparer. Je dirais que il faut s'imaginer que l'archive, c'est dans l'ordre que Lucius voulait. D'accord. Une question, il nous reste 4 minutes, une question qui m'intéresse beaucoup parce que je prépare aussi des promenades avec mes étudiants, je fais des walks comme méthode d'enseignement, de recherche. Il y a une summer school qui commence samedi soir pendant une semaine qui va mener les étudiants au Lido et dans les banlieues de Venise. Comment est-ce qu'ils préparaient les walks? Est-ce qu'ils les faisaient avant d'amener les étudiants? Est-ce qu'il y a des esquisses, des plans? Comment est-ce que la méthode de préparation fonctionne? Alors, lui-même, il était toujours très bien préparé. Il réfléchissait pratiquement tout son temps, ses lectures, parce que ça, c'était sa vie. L'éducation, c'était sa vie. Alors, il était toujours dans ces sujets d'éducation. Mais les promenades, c'était plutôt par, alors, les étudiants n'étaient pas bien préparés, ils étaient étonnés de ce qui se passe. C'était une performance. Ce n'était pas une stratégie de généralité ou quelque chose comme ça. Ça jouait assez ouvert. Et ça se développait pendant le mouvement, en marchant, et à cause des questions que les étudiants posaient ou les intérêts qu'ils réclamaient. Alors c'est une forme assez, ou même très ouverte qu'il faut s'imaginer. Il aimait l'ironie, il aimait de ne pas dire très précis ce qu'il pense, il aimait de formuler les questions ou les problèmes en question. Les Français disaient toujours quand c'est quelque chose de très important, il rit toujours. Alors, ironique, n'est-ce pas? Il ne peut pas très précis dire ce qu'il pense. Et quand il ne rit pas, quand il est très sévère, ce n'est pas tellement important. Alors, c'est une façon d'éduquer qui était assez typique. Merci beaucoup. Ironie comme ouverture, c'est très bien pour message à midi. Merci beaucoup. Ouais.